Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation au marketing digital pour les startups faite par l'incubateur de startups de Schoolab. Dans cette formation, on va voir comment vous allez pouvoir trouver vos premiers clients sur Internet. C'est une formation de niveau intermédiaire qui est pour les cibles B2C et B2B et vous allez voir que vous pouvez aussi l'utiliser pour un projet d'innovation en entreprise. Alors, ce premier volet, ça va être vraiment sur comment faire vos 3 premières ventes et vos 10 premières ventes sans fric, sans site et sans logo. C'est une méthode que je viens tout juste de finaliser et je vous ai proposé plein de cas pratiques pour voir concrètement ce qui se passe. Le problème qu'on va essayer de résoudre ici, c'est le fait que 11 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est le chiffre d'affaires moyen des micro-entrepreneurs en France. Et en fait, le problème, c'est généralement que les entrepreneurs ne savent pas comment trouver des clients et surtout comment trouver des clients qui ont le besoin pour le produit qu'ils vendent. La solution à ça, c'est Internet. En fait, Internet, ça va vous servir à savoir s'il y a une demande pour votre produit, à la quantifier. On va aussi pouvoir estimer avant d'attaquer le marché s'il y a trop d'intensité concurrentielle. Et on va pouvoir aller chercher des clients en grande quantité et pas forcément avec beaucoup de budget ou beaucoup d'efforts. Et donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler le marketing digital. Dans le marketing digital, les notions qu'on va avoir dans cette formation, c'est celle du SEO, c'est le référencement gratuit sur Google. La version payante qu'on va avoir, c'est le SEA. Ensuite, on va aussi faire une formation sur tout ce qui est social ads et influenceurs et vendre grâce aux réseaux sociaux. Et il y a aussi une formation sur le growth hacking. Et vous allez voir, on va pas mal utiliser les notions de Google Analytics qui va vous permettre d'analyser les résultats de vos actions et aussi les principes du Lean Startup et de la méthode agile. Donc, dans les 4 tutos que je vous propose, le premier, c'est comment faire ces 3 premières ventes sans fric, sans site et sans logo. Ensuite, vous allez pouvoir voir comment, avec les data Google, vous allez pouvoir valider votre marché et vendre avec le SEO et le SEA. Ensuite, il y a une formation Growth Hacking qui est utile si vous voulez vendre très vite et avec des idées non conventionnelles. Et la dernière formation, ça sera sur comment vendre sur les réseaux sociaux et tester aussi vos arguments de vente et les cibles différentes. La première formation que je vous propose, c'est une formation un peu atypique que j'ai appelée Sans fric, sans site et sans logo. Et en fait, c'est basé sur mon histoire et ce que j'ai appris en faisant pas mal de conneries. Donc moi, c'est Amandine Chaubet de Certaines. J'ai une spécialisation en marketing digital. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent sur Google, Facebook, tous ces leviers digitaux et j'ai appris à énormément les optimiser, à les rendre plus performants. J'ai écrit un livre sur l'inbound marketing et j'ai passé à peu près toutes les certifications. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ces compétences-là, je les ai testées dans le cadre d'une startup que j'ai créée. Et donc, je voulais vous raconter mon histoire. Alors, à peu près il y a 1 an, j'ai décidé de quitter de mon poste en marketing justement pour lancer cette idée de robe personnalisable. Et donc, l'idée, c'était que je voulais que les gens puissent exprimer leur personnalité en créant leurs propres vêtements. Et c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore créer mes propres vêtements, mais je déteste coudre et c'est hyper painful. Alors qu'en fait, c'est quelque chose, une activité créative qui est très très fun. Et j'ai passé 6 mois sur ce projet. J'ai investi à peu près 3500 euros et j'ai fait à peu près toutes les conneries possibles et inimaginables. Donc voilà, le projet c'était un site pour créer ces robes. C'était le MVP que j'ai créé. On pouvait choisir le haut, le bas, le tissu, le motif. Alors déjà, là, voilà, dans le panel de conneries que j'ai faites, j'ai quitté mon job et j'avais pas grand-chose qui était prêt. J'avais pas de prod qui était prête et c'était un vrai pain parce que je savais pas du tout comment j'allais pouvoir faire de la production personnalisée, sachant que le business model dans la mode, c'est de faire de la masse non personnalisée. J'avais un projet qui était très complexe sur la partie justement production, puisque je voulais faire une production en France, zéro déchet et à la demande. Donc voilà, autant dire c'était assez facile. Et je suis partie d'une idée. Le pire, c'est que je suis partie en faisant du self-marketing de mon idée et pas du tout d'un besoin, et que j'avais toujours ce problème dans mon projet que j'arrivais pas à identifier le besoin clair auquel je répondais. Évidemment, j'avais zéro compétence en mode ou en stylisme, sinon ça aurait été trop rigolo, et j'avais pas d'associé puisque sinon, pareil, ça aurait été un peu trop facile. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à faire des super PowerPoint et des Excel géniaux où j'allais faire des millions de ventes dedans. J'étais évidemment dans un environnement ultra concurrentiel. J'avais un système de production qui était hyper lourd et pas du tout scalable. Et voilà, pour faciliter le tout, j'étais freelance à mi-temps, donc je pouvais pas passer non plus énormément de temps sur mon projet. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que quand j'ai lancé ce projet, j'ai perdu énormément de temps. J'ai perdu 3 mois à créer le site
voilà, parfait. Alors quand je dis parfait, c'est pas parfait en termes de design, mais c'était un site quand même qui était très abouti par rapport aux compétences que j'avais en site internet, c'est-à-dire à peu près zéro. J'ai réussi à trouver une manière de le faire gratuitement sur WordPress moi-même. Voilà, j'ai tout bidouillé moi-même. J'ai demandé à mon mec de me faire le design. Donc voilà, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à galérer là-dessus. Sauf qu'en fait, quand je me suis lancée, j'ai fait 0 vente sur mon site, mais toutes mes premières ventes se sont faites hors ligne ou ou à travers des canaux digitaux qui n'étaient pas sur mon site. Donc j'ai fait mes ventes avec mes posts sur les réseaux sociaux, en faisant des events et des apéros chez moi dans mon appart, en faisant un pop-up dans une salle de réunion sur mon espace de coworking où je faisais venir essayer en douce mes clientes. J'ai vendu sur Etsy et en faisant une annonce crado sur Le Bon Coin. La conclusion à la fin de ces premières ventes, c'est qu'il fallait pivoter parce que j'avais trouvé un besoin sur lequel j'aurais pu me positionner. Sauf qu'en fait, le jour où j'ai trouvé ce besoin, je me suis rendu compte que c'était pas un marché qui m'intéressait, que du coup, le projet m'intéressait plus et que j'étais trop fatiguée pour réussir à craquer tous ces problèmes de complexité de production personnalisée qui sont trop compliqués et pas très amusants, honnêtement. Le learning là-dessus, c'est il y avait pas besoin d'un site pour vendre. Alors, je sais que ça va paraître un peu contradictoire que je fasse une formation en marketing digital et que je vous dise qu'il n'y a pas besoin de site. Mais en fait, avoir un site, justement comme je travaille en marketing digital, je sais à quel point ça résout pas le problème de la vente. Parce que même si vous avez un site, après le problème, c'est de générer du trafic dessus. Et en fait, créer un site, ça implique de dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. Alors qu'en fait, vous avez un seul objectif quand vous créez votre entreprise, et sachant qu'il faut vraiment se rappeler qu'au début, vous êtes dans une phase de test et que tant que vous n'avez pas vendu, on ne peut pas être sûr que vous êtes sur la bonne idée. Et il faut accepter que peut-être que vous allez devoir pivoter, et c'est pas grave parce que parfois quand on pivote, on trouve des projets qui sont plus simples que ceux sur lesquels on est parti au début. Vous avez un seul focus, c'est de vendre, tester votre idée et surtout de garder votre énergie parce que le gros challenge là-dedans, c'est de continuer à prendre du plaisir. Et ça, c'est pas évident. Donc toutes les erreurs que m'ont appris, des leçons que je voudrais vous transmettre dans cette formation. Et voilà, j'essaie de vous faire la formation que j'aurais aimé recevoir quand je me suis lancée. Les leçons numéro 1, c'est il y a pas besoin de site, il y a pas besoin de marque. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de fric, il n'y a pas besoin de branding, il y a juste besoin de vendre. Et en fait, on met les choses ensemble, mais il y a des canaux qui permettent de vendre sans avoir de marque, sans avoir de site. Et vous allez voir, parfois, c'est même un atout. Ensuite, il faut absolument utiliser les méthodes de Lean Startup qu'on apprend chez School-Lab, c'est-à-dire tester petit, pivoter, retester et industrialiser, tester des hypothèses claires. Ça, c'est les conseils qu'on m'a donnés à un incubateur qui m'ont le plus aidé. Et ensuite, j'ai rajouté plein de leçons que j'ai tirées de la semaine de 4 heures sur la méthode du 80-20, économiser son énergie, trouver sa niche. Donc, vous allez voir, on va les évoquer. Et beaucoup de méthodes qui sont basées sur le gross hacking. Et enfin, ce que je pense qui est très important, et pareil, c'est quelqu'un en marketing qui vous le dit, c'est qu'il faut oublier le marketing classique et ne pas utiliser le même marketing que vont faire des startups plus avancées que vous. Vous allez devoir utiliser du personal branding, c'est-à-dire vous mettre en avant vous. Et c'est pas la peine de créer une marque anonyme et froide. C'est vous l'atout de votre boîte, donc il faut utiliser cet atout-là. Donc vous allez voir, donc l'idée vraiment sur laquelle je me base en premier, c'est vraiment celle de Lean Startup, de créer son prototype, tester. Voilà, il faut aussi en parallèle s'occuper de sa production. C'est quand même quelque chose dont on ne vous parle pas beaucoup parfois, et c'est un gros problème sur certains projets. Et après, vous allez valider ou pas l'hypothèse. Par exemple, mon hypothèse à moi, c'était les femmes de CSP+, de plus de 27 ans seraient prêtes à payer plus pour pouvoir créer les vêtements personnalisés qui leur plairaient. La méthode que j'ai mis au point, c'est celle sur laquelle on va se baser aujourd'hui. J'ai essayé de mixer un peu les leçons du Lean Startup avec des choses très concrètes et vraiment des idées de gross hacking, ou d'action marketing très très simples, vous allez voir. Et parce qu'en fait, j'ai pas trouvé nulle part une méthode qui vous parle vraiment de cette toute première vente que vous allez faire qui va être très sale. Tout le monde dit de tester à l'arrache, mais personne ne vous dit exactement ce qui va se passer. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, on fait une première étude, on va aller chercher du lead. Et il y a plusieurs étapes dont on vous parle pas après. Notamment, le premier prototype que vous allez vendre, en fait, vous allez souvent le faire de manière gratuite. Et l'idéal, c'est de le construire avec votre client. Ensuite, l'étape que je vous recommande par laquelle passer, c'est de faire des ventes à prix coûtant à votre réseau. Et vous allez voir, le but, c'est autant que vous gagnez confiance dans votre projet, que votre projet fasse des ventes.
Et parfois, il faut accepter que les premières étapes ne sont pas des étapes qui vont vous rapporter beaucoup de revenus. Donc voilà, ça demande une organisation aussi sur vos finances personnelles qu'il faut anticiper. Ensuite, on va passer à l'étape de personnalisation des ventes et on va voir qu'on va utiliser petit à petit à chaque fois des canaux un peu différents. Je vous ai fait un zoom sur l'inbound marketing pour comprendre comment ça peut vous aider à aller chercher des premiers clients sans avoir à y passer énormément de temps. Et ensuite, les dernières étapes sur lesquelles on va pas passer beaucoup de temps dans cette formation, mais dans les autres, c'est la méthode du gros hacking et celle de scaler avec le temps, avec Google et le social media. Alors, avant de se lancer, je voulais vous présenter les mythes à casser avant de vendre qui sont très importants pour que vous compreniez vraiment qu'il y a un écart entre les leçons de start-up pour les grosses start-up qui sont en train de scaler et encore plus pour les GAFA et qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées là-dessus qu'il faut pas que vous suiviez quand vous lancez avec votre tout petit projet qui est au jour zéro. Et la première, c'est notamment, je voudrais vraiment casser cette idée qu'il faut suivre les leçons des réseaux sociaux et de comment Facebook a scalé, parce que déjà, vous n'êtes pas Marc, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir réussir sans être lui et sans faire comme lui. En fait, l'expectation, c'est un peu que de dire, déjà, il y a cette obsession pour la levée de fonds, et honnêtement, il n'y a pas toujours besoin de lever des fonds, mais on va dire que le schéma dont on vous parle, c'est on a une idée, on fait vite fait quelques ventes, et on va lever des fonds, et c'est après qu'on va vraiment faire beaucoup de ventes. Cette idée, elle est basée sur l'histoire de Facebook, et c'est une croyance qui est totalement fausse, puisque de dire qu'en fait, on s'en fout du business model, l'important, c'est l'idée et voir si ça scale. En fait, Facebook, dès la première année, faisait déjà 300 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas exactement pas de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, il y a quand même un écart entre ce qu'on vous dit de peu importe le revenu. Si on part de l'idée que c'est la best practice qui a été faite par Facebook, en fait c'est faux. La réalité, c'est que en fait, il n'y a pas besoin de lever des fonds pour faire des ventes et pour tester son idée. Et surtout que le jour où vous allez aller pitcher des fonds, vous allez voir, il faut montrer un minimum de chiffre d'affaires et de signes de croissance pour les convaincre. Puisque oubliez pas qu'ils reçoivent beaucoup de dossiers par semaine. Donc en fait, la méthode, c'est plutôt lancer une idée, faire des ventes, tester, pivoter. Vous allez voir, ça arrive dans 90% des cas qu'il va falloir pivoter sur votre idée. Ensuite, vous allez tester une autre idée, faire des ventes, ça va marcher, ça va pas marcher. Ça peut continuer pendant 2 ans si ça se trouve. Et après, vous allez lever des fonds quand vous aurez compris vraiment votre consommateur, quel produit il veut et que vous aurez craqué en fait la croissance. Le premier mythe, c'est cette magnifique courbe de la croissance exponentielle en 3 mois que voilà tout le monde attend puisque vous allez on nous vend l'histoire que tout le monde doit devenir une licorne et que les PME c'est mal, c'est faux. Ce qui se passe et la première chose moi qui m'a surprise quand j'ai parlé à des entrepreneurs, c'est qu'on m'a dit il y aura des jours et des semaines, voire des mois sans vente. Et ça c'était pas quelque chose auquel je m'attendais. En fait, la courbe des ventes, elle va plutôt ressembler à ce truc un peu moche que à cette belle courbe exponentielle, en tout cas au début, avant que vous ayez vraiment craqué votre projet. Et en fait, c'est pas grave parce que c'est pas important de lever des fonds et ça peut être vraiment vous tirer une balle dans le pied, même si vous voulez à tout prix avoir cette belle courbe de croissance. Moi, je connais des entrepreneurs qui ont été menacés de mort par leurs actionnaires. Parce que justement, c'est pas facile de montrer ces courbes que eux attendent. Donc, dites-vous aussi que avant de lever des fonds, vous protégez d'une certaine manière en n'ayant pas d'actionnaire. Et aussi, j'ai déjà été en start-up à des moments où on n'arrivait pas à montrer de la croissance, et alors qu'on avait des gros budgets publicitaires. Et pareil, c'est des moments qui sont très stressants quand on est entrepreneur de devoir justifier à un board qu'on a investi beaucoup d'argent et que les résultats sont pas là. C'est beaucoup de stress. Donc en fait, le stress que vous avez aujourd'hui, ça va vous permettre et vous forcer à bien comprendre pourquoi vos consommateurs vont acheter, qu'est-ce qui va faire votre croissance. Et ça, c'est hyper important que vous ayez un minimum idée de qu'est-ce qui va faire votre croissance. Oubliez pas que les entrepreneurs à succès réécrivent leurs histoires. Parfois, ils vous disent qu'ils ont lancé leur projet, au bout de 6 mois, ça scalé. Ils ont oublié dans l'histoire que pendant 2 ans, ils ont développé le prototype, etc. Donc, faites attention parce que quand on vous parle des délais, on a tendance à oublier des petits mois ou des petites années qui sont pas très sexy. Et c'est la loi des relations presse aussi que les journalistes, ils vont chercher l'angle le plus sexy pour cette histoire pour que ça fonctionne. Donc, n'achetez pas tout ce que vous entendez sur les entrepreneurs. Le pire mythe qui existe, c'est que pour se lancer, il faut avoir un site, une marque propre et être présent sur tous les réseaux sociaux.
Je vous rappelle que Airbnb s'est lancé avec une annonce sur Craigslist qui est l'équivalent encore pire que du Bon Coin, avec juste une offre pour un appartement, et c'était un matelas gonflable dans leur appartement à eux. Donc je crois qu'il n'y a pas plus quick and dirty que ça. Il y a aussi d'autres manières d'être entrepreneur, comme la vendeuse aux États-Unis qui s'appelle Three Bird Nest, sur la plateforme qui s'appelle Etsy, qui vend plein de produits voilà, d'entrepreneurs, de créateurs, d'artisans. Et ben cette best-seller, elle se fait quand même 80 000 dollars par mois en net income. Donc voilà, il y a des manières de faire du business qui sont peut-être pas une start-up à proprement parler, mais qui peuvent être très très rentables et parfois plus agréables. Et enfin, en termes de branding, je vous invite à retourner sur le Bon Coin aussi tous les jours s'il le faut. Le Bon Coin, qui est quand même dans le top e-commerce en France depuis plus de 15 ans, c'est quand même le signe qu'il n'y a pas besoin d'avoir un super branding pour que les gens achètent. S'il y a un besoin, les gens achèteront, même si votre site a la gueule du Bon Coin. Donc voilà, pour moi, ma leçon évidente, c'est qu'il faut commencer avec une marque sale et que vous allez ajuster quand vous aurez vraiment validé que votre hypothèse est la bonne et que vous avez trouvé votre segment, etc. La boucle infernale qu'il faut vraiment éviter, et c'est pour ça que j'ai appelé cette méthode sans fric, sans site et sans logo, c'est qu'en fait, quand on va vouloir créer un site, vous allez me dire, c'est pas grave, je crée un petit site sur le côté. Oui, mais en fait, il va vous falloir un nom de domaine. Pour acheter votre nom de domaine, vous aurez envie d'avoir un nom de marque. Pour avoir un nom de marque, il va falloir, vous allez voir, ça c'est un processus, trouver son nom de marque qui peut prendre, mais parfois, je vois des entrepreneurs perdre 4 mois sur leur marque, y revenir 50 fois, y passer des sprints entiers, c'est pas possible parce qu'en fait c'est très compliqué de trouver le bon nom de marque, c'est un vrai process qui prend du temps parce que c'est pas toujours dispo à l'INPI, le nom de domaine n'est pas toujours dispo, et après il y a tous les critères subjectifs de faut que ça sonne bien, machin. Donc déjà juste le projet du nom de marque, ça peut vous faire perdre 3 mois, alors qu'en 3 mois vous aurez eu l'idée de voir si vous avez eu des clients, de faire vos premières ventes et de changer d'idée déjà 2 fois si vous êtes assez agile et efficace. Après, le nom de marque, c'est partout. C'est que vous allez vouloir un logo. Donc là, vous allez prendre un Presta pour vous faire votre logo. Pareil, il y aura plein d'allers-retours. Ça va être long. Et en fait, vous aurez quand même envie d'avoir une charte graphique parce que vous voulez pas non plus d'une landing page trop dégueulasse. Donc, vous allez faire un benchmark. Et après, vous allez prendre un prestataire payant et donc encore plus de frais. Et là, quand vous serez prêt, vous aurez fait votre maquette, vous allez lancer votre site et vous allez perdre encore 4 semaines sur le design, la technique, les photos, les arguments de vente, bla, 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 bla. Donc, mon conseil, c'est vous n'avez pas besoin de tout ça. En fait, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est une boucle infernale. Jouez cette carte, justement, du petit entrepreneur qui n'a pas de site, qui fait les choses à la main. Non seulement c'est un super storytelling, justement, si votre boîte marche, ça va être super marrant de raconter tous ces moments où vous êtes entre la poubelle dans la cage d'escalier et la boîte aux lettres et que vous faites vos livraisons comme ça. C'est des anecdotes qui vont créer votre marque. Et surtout, jouer la carte de l'authenticité. C'est inutile de créer une marque parce que ce qui est important, c'est qu'on sache qui vous êtes vous. J'ai vraiment une théorie aujourd'hui que le best marketing pour les entrepreneurs is no marketing. Et j'ai fait ce test, par exemple, en vacances. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous allez sur des stands de gens qui vendent, par exemple, des huîtres, quand j'étais en vacances, du coup, j'ai remarqué ça. Il y avait un stand où il y avait une queue énorme. Il y avait, 6 personnes qui attendaient depuis au moins 40 minutes pour acheter des huîtres, et c'était un stand vraiment de pêcheurs dégueulasses, voilà, dans des cagettes toutes moches. Et à côté, il y avait un super beau restaurant qui avait voilà, les petites algues, le petit citron, tout était bien mis en forme. Et en fait, les gens n'allaient pas là-bas parce que ce qu'ils voulaient, c'était l'authenticité. Ils veulent pas payer pour le marketing, ils veulent payer l'authenticité, et moins il y a de marketing et branding, déjà moins on a l'impression de se faire arnaquer. Le deuxième point, c'est que aussi les gens vont avoir l'impression de faire une bonne action, ils veulent vous soutenir et montrer que c'est grâce à vous, que c'est grâce à eux que vous allez réussir aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vos premiers acheteurs. J'adore cet exemple de Laila Amdouni, qui est l'infirmière qui fait le buzz sur LinkedIn. Elle fait des vidéos, franchement, à l'arrache avec son téléphone, et elle fait des milliers de vues. Je crois qu'elle a 40 000 abonnés sur LinkedIn. À côté, vous avez les hôpitaux de Paris, ils font 3 pauvres vues. Pourquoi? Parce qu'en fait, le branding et l'engagement, l'attachement à la marque, l'émotion sont inversement proportionnels assez souvent. C'est pas une règle universelle. Il y a des marques qui sont très bonnes en branding, mais partez pas du principe que vous allez être des kings du branding et du marketing.
En fait, plus vous allez ressembler à un humain, plus on aura envie d'engager sur votre contenu les gens sur les réseaux sociaux. Pensez-y. Qu'est-ce que vous likez tous les jours? C'est des contenus de vos amis. Donc, plus vous allez vous intégrer dans ce qui se fait naturellement sur les réseaux sociaux et sur le web, plus les gens vont s'engager. Le dernier point, c'est quand même regarder le succès de ces influenceurs sur. Je prends encore l'exemple des réseaux sociaux, mais avec 4 fois moins de base, un influenceur va avoir parfois beaucoup plus d'impact qu'une marque froide, puisqu'en fait, ces influenceurs, ils nous ont montré que les gens veulent du contenu avec des humains dedans. Ils veulent pas des produits promotionnels, ils vont pas s'engager avec ça. Ils veulent des marques chaudes et pas froides, des produits froids. Donc, assumez le fait maison, montrez les coulisses, racontez l'histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir une marque parfaite. Il y a besoin de créer un attachement et montrer votre tête. Voilà, mettez-vous en avant. Le dernier mythe, qui est pas vraiment un mythe, mais qui est plutôt un sentiment de panique qu'on a quand on lance sa boîte, c'est que, par exemple, vous allez vous lancer, vous allez faire vos premières ventes avec un event, et après quelqu'un va vous dire, quoi, tu vends pas sur Google? Et là, vous allez paniquer, vous allez dire, merde, je vends pas sur Google, il faut que j'aille sur Google. Après, il y a quelqu'un qui va vous dire, tu vends pas sur tel canal. Et donc là, quand quelqu'un va vous dire ça, je vous préviens, vous allez paniquer parce que vous allez vous dire, mais oui, évidemment, fallait que je le fasse. Allez, go, go, go. Ça, attention à ça, c'est vraiment une manière super efficace de vous épuiser. Ce que je vous conseille, c'est de suivre un minimum, par exemple, cette méthode, ou de prioriser, de choisir 3 canaux d'acquisition, et après vous tuez. C'est vraiment la leçon de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est qu'à un moment, il y aura un canal qui va faire 80% de vos ventes pour 20% de votre effort, et c'est ça qu'il faudra garder. L'important, c'est vraiment de garder votre énergie en choisissant les bons canaux d'acquisition, parce que vous n'allez pas faire que de l'acquisition, vous allez aussi faire de la prod, du SAV, de la compta. Donc, c'est hyper important d'optimiser et de tuer tout ce qui vous prend du temps, et de toujours être dans l'analyse rationnelle des canaux qui vous font perdre du temps et qui vous amènent pas de clients. Là, je voulais vous montrer un exemple de comment ça peut se traduire de manière très concrète. Donc, la step 1, par exemple, là, demain, vous vous lancez, vous testez 3 canaux. Donc, Google, faire les marchés et des soirées Tupperware. Donc, c'est un super entrepreneur que j'ai rencontré justement à Schoolab, qui vendait des assiettes qui étaient faites en cire d'abeille, parce qu'il venait d'une famille d'apiculteurs. Donc, au début, il avait, par exemple, 3 canaux. Il passait 60 heures sur son projet à faire ses ventes, là, sur ces 3 canaux. Et il faisait, on va dire, 10 ventes par semaine. La step 2, c'est le conseil vraiment que je donne, c'est killer les 2 canaux sur les 3 qui vous rapportent finalement pas grand-chose. Et donc là, vous allez voir, forcément, vos ventes vont diminuer pendant un petit temps, mais aussi votre temps de travail. Et ce temps de travail, vous allez pouvoir le consacrer à optimiser le canal qui marche le mieux pour vous. Et à terme, vous allez pouvoir le faire scaler. Et le faire scaler, ça veut dire qu'avec de moins en moins d'efforts, vous allez de plus en plus avoir de ventes. Donc la méthode, c'est tester plusieurs canaux, killer les canaux qui vous prennent trop de temps versus le nombre de ventes qui vous ramènent. Attention, c'est souvent les réseaux sociaux qui sont le moins rentables, et tout le monde veut commencer avec un compte Instagram. C'est vraiment pas toujours le canal le plus rentable, et même rarement le plus rentable. Souvent, c'est des canaux de cross hacking, on va voir. Ensuite, vous optimisez ce canal, vous vous formez, puis si vous suivez la méthode de la semaine de 4 heures, vous pouvez même externaliser et industrialiser. Par exemple, vous misez sur Google pour faire beaucoup de ventes en SEO, vous allez externaliser la production des articles à des freelances, parce que voilà, vous aurez déjà du revenu. Donc, dans la dernière phase, ça sera facile de l'externaliser, et vous travaillerez 4 heures par semaine si vous arrivez à faire comme dans le livre. Il y a un dernier conseil là-dedans qui m'est arrivé dans ma boîte. C'est que Tim Ferriss, dans son livre, dit que 20% de vos clients vont vous prendre 80% de votre temps, et qu'un prospect chiant à convertir, c'est un client qui va être chiant à gérer. Et ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai déjà passé des rendez-vous que ça soit en freelance ou en B2C, avec des clients qui vous demandent 10 fois d'être réassurés, des éléments en plus à chaque fois qui tirent. Et ça fait 3 mois que vous les travaillez, ils convertissent pas. Et en général, quand ils finissent par convertir, vous allez passer tellement de temps à faire du SAV avec eux qu'en fait, ça sert à rien. C'est pas du tout rentable comme client. Donc, n'ayez pas peur de refuser des clients. C'est important de faire ses premières ventes. Mais attention, parfois, il faut pas se battre pour rien sur des clients qui en valent pas la peine. Le dernier mythe, c'est c'est pas grave si je suis pas un commercial, parce que je vais recruter quelqu'un pour le faire à ma place. Alors ça marche pas, parce que déjà, je sais pas comment vous allez pouvoir payer un commercial si vous faites pas encore de revenus. Donc, il y a forcément un moment dans votre plan où vous devez faire des revenus pour payer quelqu'un.
Derrière ça, en fait, c'est la peur de vendre. Et ça, je vous dis, c'est normal. Je connais pas un seul entrepreneur qui n'a pas la peur de vendre, même des gens qui ont une formation commerciale, parce qu'on a toujours ce doute de peut-être mon idée, c'est vraiment de la merde. C'est normal de douter, c'est plutôt sain, je trouve. C'est un peu l'inverse qu'on nous dit souvent qu'il faut croire à tout prix. Non, il faut douter, c'est sain. Comme ça, vous êtes prêt pour pivoter s'il y a besoin. Et voilà, c'est normal. La première fois que j'ai envoyé ma facture et un devis en freelance, c'était vraiment désagréable. Je regardais même pas mon client dans les yeux tellement j'assumais pas. Et puis après, il y en a qui convertissent et petit à petit, en fait, on prend confiance et vous allez vous habituer. C'est vraiment comme dans les théories de la peur. Il faut s'exposer à sa peur. Au début, c'est vraiment désagréable et petit à petit, plus on le fait, plus on est à l'aise. Mais il y a que la vente qui crée de la confiance. C'est vous le commercial. Le dernier mythe, c'est je suis sûre de mon idée. Ah oui, parce que moi, quand on me parlait de pivoter, mais je trouve ça génial la théorie, mais j'étais persuadée que mon idée, elle était finie. Enfin, les gens ne comprenaient pas mon projet s'ils me demandaient de pivoter. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont le même défaut que moi, et ça, c'est vraiment la méthode d'Eric Rice de Lean Startup, d'avoir une idée, créer un prototype, tester les ventes, faire un peu d'acquisition, analyser est-ce qu'il faut pivoter ou pas. Le pivot, ça vous concerne aussi. Vous serez peut-être pas épargné. Ça peut être un pivot même dans votre offre ou en termes de clients que vous avez prévu de cibler, ou ça peut être vraiment plus drastique de passer d'un produit à un service. La clé là-dedans, c'est d'utiliser les méthodes d'observation en design thinking qu'on vous apprend notamment dans l'incubateur. Et mixer cette observation client avec vos datas de vente, vos tests, voilà, de passer votre temps à collecter un maximum de feedback, aussi désagréable les critiques soient à entendre. Et après, vous faites ce bilan pour savoir s'il faut killer votre projet, pivoter ou continuer. Il y a quelque chose qui se passe quand on est entrepreneur dont on n'avait pas parlé aussi, et donc j'en profite pour vous en parler. C'est que vous allez voir que par rapport à un CDI, c'est pas tous les jours facile d'aller se motiver pour aller au travail ou à l'incubateur. Et donc en fait, quand j'ai fait l'analyse en parlant avec à peu près une cinquantaine d'entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu un process par lequel tout le monde passait. Et dans tous les cas, être entrepreneur, je pense que c'est toujours les montagnes russes, même quand ça marche. Mais en tout cas, quand on se lance, au début, on a une foi totale dans son projet, un petit côté où on plane un peu. Puis le jour où en fait on se rend compte qu'on n'est pas millionnaire, il va falloir qu'on fasse un lancement un peu sale, on redescend et en général c'est pas très agréable. Et parfois ça peut s'accompagner d'une phase de doute. Cette phase de doute, c'est quelque chose qui va être récurrent dans votre projet. C'est des phases un peu de dépression, de doute, où vous allez vous dire mon projet c'est nul, de toute façon je vais jamais réussir à gagner d'argent, de toute façon je suis nul. C'est normal de penser ça, vous n'êtes pas malade. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand j'ai parlé aux gens, je me suis rendu compte que la seule manière de sortir de ce doute, c'est l'action. En fait, le doute, il vient quand vous êtes bloqué sur votre projet, quand vous avancez pas, et surtout quand vous vendez pas. Donc, si vous faites des actions, il va y avoir des ventes. Il y aura pas d'action, il y aura pas de vente s'il y a pas d'action. Au début, ça va vraiment être à vous d'aller galérer, aller chercher ces ventes. Et c'est ces ventes qui vont vous donner cette confiance qui va vous permettre de rester dans l'action et de refaire des ventes. Si vous restez dans la paralysie, vous allez continuer à douter. Je vous invite à faire l'analyse dans vos derniers mois. Vous avez déjà sûrement dû douter de votre projet et vous verrez que c'est toujours des moments où vous n'étiez pas dans l'action. Donc la conclusion de mon projet, c'était que on n'avait pas besoin de fric pour vendre. On peut vendre en commençant avec même du hors ligne, hein, même pas forcément des canaux digitaux. Il n'y a pas besoin de site, il n'y a pas besoin de logo, il n'y a parfois pas besoin de pack d'associés, il n'y a pas besoin de statut stylé. On peut se lancer avec une micro-entreprise même quand on est 3 associés, puisque gardez bien en tête que ça sert à rien de mettre en place des étapes qui vous semblent une étape importante pour être une vraie entreprise si vous allez tout détruire dans 3 mois. Qu'est-ce qui fait de vous une start-up et pas un projet? C'est juste la vente. C'est juste tout ça. Il n'y a pas besoin de PowerPoint, il n'y a pas besoin de vision à 10 ans. Je sais que je vais aller contre l'avis de beaucoup de gens, mais limite, il n'y a même pas besoin de why. Enfin, c'est quand même mieux de le savoir pour savoir si quand il va falloir pivoter, si ça vaut le coup que vous alliez dans le projet. Moi, quand fallait que je pivote, c'était ça le problème, c'est que ça me disait pas grand-chose d'aller vers le nouveau projet. Mais en fait, ne passez pas non plus 6 mois là-dessus, quoi. Alors maintenant, c'est parti pour voir cette méthode étape par étape. Donc la première méthode, ça va être de faire votre étude de marché en même temps que collecter vos premiers leads et vos premiers intenders. Donc l'objectif de cette étape, c'est d'évaluer la demande et de créer justement cette première communauté d'intenders. Donc ces gens qui ont l'intention,
c'est-à-dire soit un intérêt, soit l'intention d'acheter votre produit. Alors, on va pouvoir, grâce à des outils quantitatifs, évaluer d'abord la demande sur votre marché. Vous pouvez passer par le système classique des études de marché, vous pouvez faire un benchmark, éviter d'y passer trop de temps quand même. Et dans le tuto 2, je vous montre comment vous pouvez utiliser les data Google pour savoir exactement combien de gens cherchent votre produit par mois sur Google. Et comme 90% des Français ont Google, ça vous donne une estimation mais vraiment très précise et hyper importante de votre marché. Donc ça va vous donner à la fois la taille du marché et aussi l'intensité concurrentielle. Ensuite, vous pouvez mixer avec des données qualitatives. Dans cette étape, et surtout avant de vous lancer, je vous recommande vraiment de rencontrer une dizaine d'experts dans votre domaine. Donc, par exemple, des experts que vous contactez sur LinkedIn ou dans votre réseau qui sont dans votre domaine d'activité. Donc, c'est le moment d'aller chercher le contact de votre oncle Bidule qui travaille dans votre secteur, parce que je sais que quand on lance sa boîte, on se lance pas tout le temps dans le secteur dans lequel on travaille avant. Donc allez-y, allez rencontrer des gens avant de vous lancer et même pendant, allez rencontrer d'autres experts et vous allez voir que même des gens avec qui vous pensez être en concurrence et que vous pensez vous répondront jamais vont vous répondre, parce que quelqu'un qui a été entrepreneur en général est assez open à aider un autre entrepreneur parce qu'il sait à quel point c'est la galère. Ensuite, l'objectif de cette étape, ça va être de collecter des insights qualitatifs sur vos personas. Donc, via un questionnaire Typeform ou Google Forms, vous allez voir, c'est vraiment un conseil qu'on va vous donner hyper souvent, de vous lancer avec un questionnaire tout simple que vous allez mixer avec des interviews qualitatives. Voilà, je vous recommande de vous renseigner un peu sur la méthode Design Thinking pour voir comment aller au fond de cette interview. Et l'autre pendant de cette étude, donc l'autre manière de trouver des intenders, donc déjà ça va être avec cette collecte d'emails dans le questionnaire. Donc dans le questionnaire, on va leur demander leur avis, mais en fait à la fin on veut récupérer leur email. Ça peut être aussi sur vos réseaux sociaux personnels que vous allez pouvoir récupérer des intenders, et même dans votre Gmail. Et on va voir que l'autre méthode, ça va être aussi d'utiliser la méthode inbound marketing, en créant du contenu, en créant votre communauté et en lançant votre blog. Et donc après, c'est plus facile quand on a déjà cette communauté de faire ses premières ventes. Mon conseil, c'est miser vraiment sur le personal branding. Ne créez pas des comptes réseaux sociaux pro, parce que déjà, combien de comptes réseaux sociaux pro je vois où il y a zéro contenu. En fait, ça ne sert à rien. On veut vous suivre, vous. Commencez par ça. Quand vous serez à 600 000 utilisateurs, vous pourrez créer vos comptes perso, vos comptes pro. Mais utilisez votre personal branding. Mettez votre tête en avant. Demandez à vos amis aussi dans la première heure où vous partagez un post de liker, de commenter pour booster votre visibilité. Mais pas besoin d'aller chercher comme je vous le dis encore une fois, une marque froide. Racontez votre histoire et surtout racontez pourquoi vous lancez ce projet. Alors, du coup, j'ai essayé de vous mettre à chaque étape, moi, mon retour d'expérience sur robe personnalisable et ce que j'ai fait. C'est pas toujours les meilleures actions, mais bon, ça a le mérite de vous donner un exemple. Alors, donc, quand j'ai lancé robe personnalisable, j'ai fait cette étude sur Google qui m'a permis de voir qu'il y avait une très faible demande sur la personnalisation de vêtements. Donc, ça veut dire qu'il y a 400 personnes par mois qui cherchent robe personnalisée sur Google. Et du coup, vous voyez, comme je travaillais en SEO, je me suis pas cassé la tête pour la marque. J'ai pris la demande SEO, exactement comment les gens le cherchaient. Comme ça, au moins, s'ils cherchaient ça, ils allaient tomber sur mon site. Ce que j'ai vu après, c'est que j'ai essayé d'élargir, donc aller chercher par exemple les vêtements personnalisés, etc. Et en fait, quand j'ai fait des interviews qualitatives, j'ai trouvé qu'un des besoins, c'était de faire des robes de demoiselles d'honneur assorties. Et que quand j'ai regardé sur Google, j'ai vu que c'était une requête qui était très intéressante, parce qu'il y a un volume de recherche qui est important. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, de filles qui cherchent ce terme, qui ont ce besoin potentiellement par mois. Et le prix du clic est faible. Et donc ça veut dire que faire une pub sur robe de demoiselle d'honneur, c'est pas cher. Et il y a du volume, donc il y a une opportunité business. Là, c'est hyper intéressant quand même comme marché, parce que typiquement, c'est un marché tout vert en termes de start-up. Quand vous voyez qu'il y a un bon volume et qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, parce qu'en fait, personne s'est mis sur cette niche, c'est le moment d'attaquer. L'outil que je vous conseille d'utiliser, c'est soit vous créez un compte sur Google Ads, donc l'outil pour faire des pubs de Google, et vous allez dans le planificateur de mots-clés. Sinon, vous pouvez aussi passer par un outil qui s'appelle SEMrush, qui vous donnera exactement les données que vous voyez là. Pour vos thématiques, l'idéal pour un marché, c'est d'avoir des volumes de recherche, c'est-à-dire le nombre de personnes qui cherchent ce mot-clé, qui soit de plus de 1000, enfin quand même au-dessus de 800,
mais moins de 20 000, parce que plus vous allez aller sur des gros volumes, comme robe par exemple, c'est chercher énormément de fois par mois sur Google, mais c'est hyper concurrentiel. Donc c'est vraiment la leçon de Timothy Ferriss dans la semaine de 4 heures, c'est de trouver votre niche et commencer par un persona bien défini. Et je vous renvoie aussi au tuto 2 sur comment valider son marché avec Google. C'est exactement cette méthode d'aller chercher ces datas et de savoir exactement s'il y a un marché pour votre produit. Ce que j'avais fait aussi, tout simplement pour voilà ce que je vous disais, de faire un questionnaire Typeform. J'avais essayé de travailler pas mal mon post et de raconter un peu le pourquoi de mon projet, de faire un peu du clickbait. Donc j'avais partagé ce Typeform sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, Instagram. Même si c'est du B2C, allez poster vos contenus sur LinkedIn. Même si c'est du B2B, allez poster vos contenus sur Facebook et Instagram. Le but, c'est de matraquer votre réseau et que 100% des gens dans votre réseau sachent que vous avez un projet. Ça, c'est le plus important. Et de leur répéter sur tous les réseaux. Il faut qu'il y ait de la répétition et qu'ils vous voient à plusieurs endroits. Et après, ça va commencer à faire tilt. Ensuite, j'ai été allée sur des forums de couture et des forums de femmes qui étaient dans ma cible, donc notamment j'avais posté sur le forum de Mademoiselle. Et après, j'avais exporté tous mes contacts Gmail et je leur avais envoyé le questionnaire à tous. Et donc, j'ai réussi à avoir 350 réponses et emails la première semaine. Donc voilà, pas besoin de créer un site passé par le Typeform. Déjà, 350 réponses pour faire une étude de marché, c'est largement suffisant. C'est gratuit. Donc, ce que je vous recommande, c'est juste de travailler bien votre post et votre accroche. Typiquement un marché que je vous recommande de pas attaquer, c'est quand vous voyez que ces data de Google dont je vous parlais tout à l'heure, quand vous faites votre étude, quand vous voyez des prix de clics pour donc le prix qu'il faut payer pour apparaître sur Google de manière payante est trop cher. Si vous voyez par exemple que Coworking Space London c'est une faible demande face à un prix au clic qui est hyper élevé, et là c'est un no-go. Je vous conseille de soit pivoter, soit miser à fond sur la différenciation. Dans tous les cas, ça va pas être facile. Le dernier usage que vous allez pouvoir faire de ces datas que vous allez chercher dans un outil comme SEMrush ou sur Google Ads, c'est que vous allez avoir des suggestions de thématiques pour votre SEO, qui en fait sont des suggestions de demandes des gens et d'offres que vous pourriez lancer. Donc typiquement là, on cherche masque beauté. Donc je vais voir combien il y a de demandes pour ce produit par mois. Et en effet, il y a plusieurs secteurs aussi qui sont pas très digitalisés. Masque beauté, il y a plus de demandes que ce que vous voyez là, mais ça vous donne des insights sur la digitalisation aussi du secteur. C'est pas forcément toujours la demande, mais parfois c'est des secteurs qui sont pas digitalisés. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je vois ça, en fait, je vois un secteur masque beauté homme, et je vais pouvoir voir que sur masque beauté homme, il y a autant de volume que sur masque beauté femme, sauf qu'il y a 2 fois moins de concurrence. Donc ça va être hyper intéressant pour aller chercher des niches et surtout construire votre offre. Vous pouvez créer des offres en fonction justement de toutes ces thématiques que vous voyez. Et donc là, quand je vois ces stats, je me dis, je vais lancer un masque beauté au miel, un masque beauté avec des vitamines, un détox, etc. Le dernier cas que je voulais vous présenter, c'était celui de Pined, qui est un entrepreneur que je connais qui se lance justement à un temps partiel à côté de à côté de son travail. Donc c'est des boîtes gravées personnalisées. Et eux, comment ils ont créé comment ils ont fait leurs études? Ils sont allés voir une wedding planner, puisque le but c'était de vendre ce coffret à des mariés, et ils leur ont demandé qu'est-ce qu'elle en pensait, de faire du feedback, de faire une étude, est-ce qu'elle pouvait en parler à des mariés autour d'elle, et en fait ils ont fait comme ça leur première vente. Donc ce que je vous conseille, c'est pour trouver ces prescripteurs et ces experts que vous voulez rencontrer et que vous savez pas toujours comment les aborder. Encore une fois, jouer la carte du petit entrepreneur. Je pense que c'est vraiment une carte allez-y. Le chapeauter, c'est maintenant, quoi. Contactez-leur en leur demandant flattez-les, expliquez-leur pourquoi c'est des experts, pourquoi vous voulez leur avis. Invitez-les à devenir mentor. C'est toujours flatteur, quelqu'un qui vous demande de devenir mentor, qui vous voit comme un expert. Évitez l'approche commerciale. Allez-y on y va sur la vaseline, sur la crème de flatterie. Mon dernier conseil pour faire votre étude, c'est de parler de votre projet sur autant de canaux que possible. Et faire votre étude, ça peut être parfois juste faire une question sur Instagram dans une story. Ça peut être parler de votre projet à une soirée entre amis, poster des photos, poster votre idée sur un forum, sur Reddit, demander ce que les gens pensent. Vraiment, n'ayez pas peur de cette vieille peur de parler de son projet, de se voir son idée voler. C'est pas vraiment justifié, et surtout,
Si vous faites ça, vous aurez jamais de lead et de retour de vos consommateurs. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a collecté ces premières informations, on va une première fois se demander est-ce qu'on continue, est-ce qu'on pivote ou est-ce qu'on tue. Le but, c'est de aussi souvent que possible se poser cette question et être prêt à pivoter. Donc là, on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur et se créer son prototype. Et en fait, dès la phase de prototype, il faut rentrer dès le début le plus tôt possible dans la relation commerciale. Comme je vous disais, c'est une relation qui est stressante, surtout si c'est pas du tout votre métier à la base. Donc, on va passer par une étape intermédiaire où on va créer le prototype avec un client. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle le MSP. Donc là, l'objectif, c'est de connaître son persona et mettre en petit orteil dans la relation commerciale. Alors, pour définir justement ce minimum sellable product, c'est-à-dire une première version de votre produit qui va permettre de voir s'il y a une intention d'achat et ce que veut précisément votre persona et pas seulement ce que vous pensez qu'il veut, la première étape, ça va être quand même justement de définir un premier persona. Vous pouvez même en avoir plusieurs et faire cette étape avec plusieurs personas, c'est encore mieux. Comme ça, vous verrez aussi lequel a le plus le besoin de votre produit. Donc en buyer persona, c'est juste un profiling, votre consommateur type. Et en fait, vous allez identifier voilà son âge, sa CSP, quel métier il pourrait faire, où est-ce qu'il habite, c'est quoi ses besoins, ses motivations, ses peurs. Et ça, c'est important pour en termes d'acquisition et de marketing, ça peut quand même vous donner beaucoup d'idées de comment aller le chercher, parce que vous pouvez lister les médias qu'il lit. Par exemple, si vous avez une cible mariage, sur quel site spécialisé les mariés vont. Et ça va vraiment vous donner des idées qui peuvent vous servir après en gros hacking. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de trouver un testeur qui est dans ce persona. Ça, c'est important. C'est pas le testeur le plus facile à trouver, mais c'est vraiment important que vous ayez chercher ce testeur qui est votre persona. Ça, c'est un peu plus compliqué parfois en B2B. Moi, ce que je vous propose, c'est de le contacter à froid sur LinkedIn. Vous choisissez celui qui est vraiment dans votre cible avec le métier idéal. Et aussi de solliciter votre réseau. Vous pouvez aussi passer par des forums et des sites spécialisés. Et sinon, il y a toute la manière vraiment toute basique d'aller sur le site et de passer par le formulaire de contact. Et là, l'objectif, ça va être aussi de tester son prototype et sa capacité de production, surtout si vous êtes en général les mêmes personnes qui font la production et qui font les ventes. Là, on peut se permettre d'avoir une production maison puisque vous allez avoir besoin d'ajuster. C'est normal, ça fait partie du process. Alors sur Repersonalisable, moi mon premier client testeur c'était ma mère et après c'était mes copines et en fait je pense qu'il faut pas avoir honte de tester vos premières ventes sur votre famille et vos amis, en fait votre réseau. Ils seront plus tolérants et plus encourageants que des vrais clients et ça sera surtout moins stressant pour vous pour faire vos premiers tests et de leur montrer quelque chose qui est pas parfait. Ensuite, je voulais vous montrer l'exemple de en B2B aussi, on peut le faire. Donc Charlotte sur le colis Oupi, qui sont des colis réutilisables zéro déchet. Donc par exemple, elle va contacter des gens sur LinkedIn, elle leur propose de prendre un café pour discuter de son projet, avoir leur avis en tant que mentor. Ensuite, elle leur avait demandé pour ses premiers clients, leur avis de est-ce que ça te dirait qu'on crée ton produit idéal sur le sujet du colis e-commerce. Et ensuite, elle leur proposait, écoute, si pour te remercier, je te propose, tu le fais gratuit, pardon, c'est pas à prix coûtant, c'est gratuit. Le premier prototype, tu peux partir avec. Et donc après, elle a continué à travailler avec ses clients et en fait, ces gens avec qui elle a créé ses premiers colis sont devenus ses clientes. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en co-créant les premiers prototypes avec des sortes de bêta-testeurs, vous allez vraiment pouvoir créer le produit qu'ils veulent et ça sera beaucoup moins stressant lors de la sortie du produit. Parce que vous aurez moins le stress d'être parti dans un délire qui correspond pas du tout à ce qu'ils veulent. Cela dit, en effet, quand vous créez avec un seul premier bêta-testeur, vous aurez toujours le biais d'avoir des demandes très personnelles et personnalisées, en fait, qui seront pas forcément votre produit à terme. Et donc, vous pouvez créer vos premiers prototypes avec ces bêta-testeurs et en commençant juste en contactant des gens que vous ne connaissez pas sur LinkedIn, mais qui sont dans votre cible et en leur proposant des produits gratuits.
En coaching, par exemple, Jennifer Palmer a lancé Revelio, donc c'est du coaching en personal branding. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un cas où elle a dû se former en coaching, en plus de ses compétences en communication et en médias. Et donc, ce qui était important, je pense, dans ce type de, quand vous avez une formation à faire et une reconversion derrière, c'est quand même de faire des clients pro bono. Donc, c'est ce qu'elle a fait, parce que ça permet déjà de tester sa méthode, surtout quand on crée une méthode innovante comme elle l'a fait en personal branding, qui va mixer coaching et communication. Du coup, elle a fait à peu près 20 clients au début en pro bono pour vraiment, voir c'est ce que sa méthode marchait et qu'est-ce que voulaient les gens. Et après, en fait, parfois des clients avec qui elle avait commencé en pro bono sont passés en clients payants et ça permet quand même de prendre confiance dans son offre, de commencer avec du pro bono et de prendre confiance dans vos compétences. Ça, c'est hyper important. Le cas qui je trouve hyper intéressant et que je pense c'est un peu la best practice que dans l'incubateur on essaie de vous apprendre, c'est par exemple le cas de Asphalt et de Loom qui ont commencé en général à faire du contenu de qualité sur la thématique du vêtement, de la fast fashion, de comment créer des vêtements qui durent. Et eux, ils sont tous les deux, donc c'est deux marques dans la mode homme qui se sont lancées avec des questionnaires. Donc on vous parlait de Typeform. Encore aujourd'hui, Loom et Asphalt font beaucoup de ventes avec leurs questionnaires, puisque les gens qui répondent vont aussi le partager. Donc c'est un partage de ce questionnaire. Ils commencent par le partager en newsletter sur leurs réseaux sociaux. Ensuite, ce questionnaire est fait sur Typeform. Il est en général plutôt court et bien fait. Et il va surtout à la fin récupérer un email et aussi des précommandes. Et en plus de ça, par exemple, le pull parfait, c'était une grosse campagne de crowdfunding qui avait été faite par cette marque. Mais en fait, ces marques, elles sont lancées juste avec un Typeform tout simple et elles ont récupéré les emails à la fin du questionnaire de l'étude. Ce qui est intéressant, c'est que ça leur a permis non seulement de faire l'étude du marché dont je vous parlais, des leads, mais directement de faire des précommandes. Et donc, ils ont pu adapter à chaque fois la production au nombre de commandes qu'ils avaient. Donc ça, c'est quand même un cas qui est hyper intéressant. Le dernier cas, je vous parle de faire des commandes en mode gratuit. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui se sont lancées en B2C et en B2B en commençant par être des associations. Et notamment Home Exchange, qui j'ai travaillé, qui est une entreprise américaine qui à la base s'est lancée en association. Et en fait, le fondateur, donc il voulait faire un échange de maisons entre, là il habitait à San Francisco, il voulait partir une semaine en vacances à New York. Et donc il a fait des petites annonces dans les boîtes aux lettres en proposant une photo avec il y a 20 ans avec son appartement et en proposant aux gens avec son numéro de téléphone est-ce que ça les intéresserait de faire un échange. Et il s'est lancé comme ça. Et aujourd'hui c'est une boîte qui marche super bien, qui fait beaucoup d'échanges de maisons pour les vacances. Et le dernier cas aussi, c'était School Lab qui s'est lancé avec une association B2B aussi. En testant des programmes d'innovation entre les grands groupes et les étudiants et des premiers programmes entre Berkeley aux États-Unis, à San Francisco, dans la Silicon Valley et Paris. Et, donc ça montre que, par exemple, si vous êtes stressé par créer des statuts pro, vous pouvez aussi créer vos premières ventes en partant en tant qu'association et en n'essayant pas forcément de vendre, puisque vous pouvez faire la prestation et valider petit à petit et passer au modèle payant un peu plus tard. L'autre étape, ça va être de faire des ventes qui sont plus les ventes gratuites, mais qui vont être des ventes à prix coûtant. Donc, on va dire que vous avez déjà créé un prototype, vous avez une manière de produire une première version, en tout cas, qui est acceptable. Là, l'objectif, ça va être de vraiment connaître votre persona, le tester et aller un peu plus loin dans la relation commerciale. Donc là, on va créer le MVP, donc le minimum viable product, donc c'est-à-dire il va délivrer la proposition de valeur avec le minimum de fonctionnalités requises. Alors en B2C, ce que je vous conseille, c'est déjà qu'on va faire ces premières ventes. Il y a vraiment 90% de chances que vos premières ventes se fassent à votre réseau. Donc la clé là-dessus, ça va être de répéter. Ce que je vous conseille en B2C, ça va être et en B2B c'est pareil. Dans les deux cas, je vous conseille de saturer quand même tous vos réseaux sociaux et de répéter une fois par semaine. Il faut vous communiquer sur votre projet, même si vous avez rien à dire, mais expliquer les avancées que vous faites, où est-ce que vous en êtes, même si c'est un side project qui est à côté de votre travail. Donc en B2C, communiquer aussi sur LinkedIn. En B2B, pareil, communiquer sur tous les réseaux. Moi, je vous conseille les soirées Tupperware, ça marche étonnamment bien. Vous pouvez faire un event un peu plus gros de lancement ou inviter des amis, privatiser un bar gratuitement. Et surtout, ce que vous allez faire, c'est en B2B et en B2C, faire de l'email à cette base de données que vous avez collectée grâce à votre questionnaire.
Le dernier point que vous pouvez faire pour faire les toutes premières ventes, c'est les petites annonces que je vous conseille aussi. Et un autre conseil que j'ai, c'est de faire des contacts personnels à votre réseau. Donc les solliciter non seulement sur les réseaux sociaux, mais avec WhatsApp, par SMS, avec Messenger, les appeler. Donc n'hésitez pas à être intrusif et aller chercher de la vente et jusqu'à ce qu'ils signent. Et en B2B, ce qui marche beaucoup, si vous, par exemple en freelance, moi j'ai eu mes premiers contrats en faisant des demandes de recommandations à mon réseau, en demandant qui connaissait, qui pourrait chercher du conseil en marketing digital, en freelance. Et c'est comme ça que si vous rencontrez des gens qui font du conseil en B2B, vous verrez que c'est souvent par réseau qu'on fait ces premières ventes. Donc, récompenser la prise de risque de vos premiers clients avec un prix coûtant. En B2B, prix coûtant, ça veut dire peut-être un prix où vous leur proposez un prix spécial, vous n'allez pas vous mettre gratuit. Et oubliez pas que, surtout aussi en B2C, plus votre produit va être cher et sans avis, sans notoriété, plus ça va être compliqué d'aller faire les premières ventes. Donc, je vous conseille d'accepter vaut mieux proposer un discount et vendre des premières ventes à prix coûtant que être ferme sur votre prix et ne pas avancer. Pour faire ces premières ventes, moi je vous conseille d'aller vraiment identifier qui va acheter précisément dans votre réseau. Donc là, vous avez un diagramme qui vous montre votre réseau. En fait, ça va de vos amis et vous listez tous les types de groupes d'amis que vous avez, vos amis d'enfance, vos amis de lycée, etc. Votre conjoint, lui, son réseau, est-ce que vous pouvez lui vendre quelque chose, vos hobbies, votre travail, le réseau sur vos réseaux sociaux et votre famille. Tout ça, en fait, vous mappez là-dedans, faites ce mapping et vous allez estimer, ok, donc dans mon réseau, il y a un CTO à qui je peux vendre, par exemple, mon logiciel pour développeur. Et vous allez lister les prénoms concrètement des 5 premières personnes à qui vous pensez que vous pourriez vendre et comment vous allez les contacter. Et ça, en fait, je pense que c'est un super exercice à faire parce que ça vous oblige à être dans le concret et vous allez être obligé de vous demander pour chaque personne comment vous allez réussir à convaincre cette personne que il faut acheter votre produit. Et en plus, si vous la contactez en lui disant écoute, j'ai pensé à toi pour ce produit, je pense que par exemple, si vous le vendrez dans la mode, vous pouvez dire avec le goût que tu as, j'aimerais beaucoup te faire un premier test à toi à prix coûtant parce que tu as vraiment un goût sûr dans la mode. Voilà, trouvez l'argument qui va faire tilt chez chaque personne. Moi, quand je me suis lancée, donc j'ai listé un peu les premières actions que j'ai fait pour trouver mes 5 premiers clients. Donc déjà, j'ai pitché mon projet à chaque verre, à chaque café, à chaque soirée. Je crois que tout mon réseau connaissait mon projet et ça, c'est le plus important. Il faut que 100% de votre réseau soit au courant que vous lanciez un projet et à peu près de quoi ça parle. Ensuite, j'ai fait des soirées Tupperware. Ça marche bien. Des soirées de lancement dans mon appartement. Voilà, ça coûte vraiment pas grand-chose. C'est assez facile à organiser. J'ai répété chaque semaine sur mes réseaux sociaux ce que je faisais, où est-ce que j'en étais. Voilà, j'ai vraiment créé une aventure à suivre. Et ça, vous n'avez pas besoin de travailler à fond votre storytelling. Vous avez juste besoin que chaque semaine on vous voit et qu'on se rappelle que vous lancez votre projet. J'ai demandé à des contacts d'inviter des amis à une soirée et on a fait une soirée pour les contacts de ces amis à elle. Et après, j'ai créé un groupe Facebook où je leur demandais des avis réguliers justement à toutes les personnes qui étaient vraiment dans une cible, on va dire, très affinitaire pour mon produit. Quand vous êtes entrepreneur, chaque sortie est un moment pour pitcher et trouver des clients. Et surtout, encore une fois, forcez-vous. Je sais que c'est pas toujours agréable, mais forcez-vous à communiquer sur vos réseaux personnels. C'est vraiment, c'est toujours un réseau. En tout cas, au début, vos réseaux personnels sont souvent rentables pour faire les premières ventes et trouver des testeurs. Ce que j'avais bien aimé aussi dans le projet de Charlotte dans Oupi, c'est que elle avait fait cette vidéo sur LinkedIn. Tout simple, une vidéo en mode selfie de 1 minute pour expliquer le problème des déchets dans le e-commerce et elle a fait 10 000 vues, 8 leads grâce à ça, alors qu'elle a fait ça en 30 minutes avec 0 € de budget. Je vous conseille vraiment, ça c'est mon conseil, mais faites-le s'il vous plaît, de faire cette vidéo en mode selfie. C'est pas toujours agréable, c'est pas forcément votre style de communication, mais vraiment ça a toujours un impact très fort. Vous avez juste à préparer un mini script, mais vraiment, on a besoin de voir votre tête, on a besoin que vous incarniez votre projet. Et sur LinkedIn, si vous êtes en B2B, s'il vous plaît, testez et vous verrez, c'est rarement sans résultat.
Ensuite sur Pinhead, pareil, projet early stage qui était hyper intéressant de boîtes gravées personnalisées en bois. Les premières ventes, ils ont créé un groupe WhatsApp avec 15 amis et 15 membres de leur famille, et c'est comme ça qu'ils ont fait les premières ventes. Oubliez pas que plus vous allez utiliser un canal, par exemple le SMS ou WhatsApp, qui va être personnel et proche de la personne, plus ça va être dur de vous esquiver et de vous dire non. Et surtout, ce qui est hyper sain sur un groupe comme WhatsApp, c'est que vous allez pouvoir poster les gens qui font des commandes dans le groupe, et justement créer un peu cet effet de l'effet mouton au final qu'on appelle en sociologie, et inciter tout le monde dans le groupe à vous soutenir. Là-dedans, il y a une autre méthode pour se lancer et trouver votre première vente. Ça peut être des newsletters dans lesquels vous poussez du contenu de qualité. J'adore l'exemple de My Little Paris qui s'est quand même lancé avec juste un email à, je crois que c'était à peu près 40 copines, et de tout son temps, My Little Paris a vraiment juste été très très rigoureux sur la qualité du contenu qu'ils partageaient. Et ensuite, ils ont pu lancer leur box. Et là, quand il y a eu une proposition commerciale, ça a décollé puisqu'il y avait déjà une énorme communauté qui avait été créée à partir d'une simple newsletter qui en plus après s'était transformée en blog, etc. N'oubliez pas, on va en parler dans la méthode inbound marketing. Le contenu de qualité, c'est toujours la manière la plus efficace. Si vous n'avez pas de budget pour faire des leads, c'est souvent très rentable, et surtout en B2B. Ensuite, je pense qu'il faut pas cracher sur les petites annonces. Alors souvent, pareil, c'est plus flatteur pour votre ego, de vous dire que vous allez lancer un joli site web. Moi, je pense que Le Bon Coin, c'est quand même un canal qui est souvent sous-estimé. Il y a une start-up qui s'est lancée justement en faisant comme Airbnb, en faisant des annonces sur Le Bon Coin pour leur bien. Il y a des offres pour des industriels qui sont sur Le Bon Coin. Il y a plein de catégories qui soient B2B qui sont sur Le Bon Coin. Et en B2C, évidemment, pareil, vous pouvez vendre des services et des produits. Donc, renseignez-vous, mais vous verrez que vous n'avez même pas besoin de statut pour vendre sur Le Bon Coin, puisque vous avez le droit, dans la loi, je crois que c'est à peu près en dessous de 5 000 €. Vérifiez quand même avant ce que je vous dis, parce que ça a peut-être évolué depuis que j'ai tourné. Mais vous avez droit à un certain pourcentage, à un certain chiffre d'affaires, on va dire, certains revenus de vente sur Le Bon Coin, comme sur Vinted, qui soit pas même pas déclaré. Donc allez-y, il n'y a pas besoin de statut pour faire cette première vente sur Le Bon Coin. Mon conseil, c'est aussi d'utiliser sur Typeform. Vous avez maintenant une version où vous pouvez faire payer sur Typeform. Donc, vous pouvez vendre avec un Typeform. Vous n'avez pas besoin de site web. Vous pouvez vendre en passant par des Lydia. Pas besoin de site web. Vous n'avez pas besoin de... C'est vrai qu'un incubateur, là, j'ai déjà vu des startups qui avaient créé des pactes d'associés avec des clauses, avec à peu près, je crois, 20 clauses sur comment ils allaient se répartir les cas en fonction de s'ils vendaient leur boîte à 1 million d'euros, à 3 millions d'euros, etc. Vous en doutez, cette boîte, en fait, ils ont passé 6 mois sur leur pacte d'associés, et aujourd'hui, elle n'existe plus parce qu'elle a duré 6 mois, parce que, évidemment, comme la plupart des startups, il fallait pivoter, etc. Et en fait, ce que voulaient faire les associés, dans ce cas-là, c'était plutôt quand même... être entrepreneur et dire qu'on était entrepreneur plutôt qu'aller vendre et chercher le chiffre d'affaires. Donc, ce que je vous dis encore une fois, c'est peut-être pas la peine de perdre du temps sur votre pacte d'associés ou sur un site magnifique, puisque dans 6 mois, vous serez peut-être même pas sur le même projet, et même pas, ça se trouve, avec le même associé. L'étape d'après, dont je vous recommande certaines actions, c'est de faire vos premières ventes avec une petite marge, ou une bonne marge si vous arrivez, à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça va être une étape où on va être dans la personnalisation. Moi, je l'ai splitté en ce que j'avais fait, en fait, et qui est un peu une méthode de gros hacking qu'on utilise en marketing digital, c'est de lister toutes les idées farfelues et toutes les idées possibles. Demander même à des gens de venir dans un espace de coworking 2 heures avec vous et de vous poser sur ces idées pour amener des leads ou des ventes. Donc après, vous arrivez sur un Excel où vous allez lister. Moi, j'avais listé 100 idées de comment faire mes premières ventes. Et ensuite, je les ai relues à froid et j'ai priorisé les idées qui, selon moi, allaient faire le plus de résultats pour le moins d'efforts. Et j'ai essayé de leur mettre un objectif pour que quand je le lance, après, je puisse dire est-ce que c'est un succès ou un échec. Et donc, est-ce que ça a été une action qui a été efficace. Ensuite, vous commencez par tester un petit nombre d'idées. Vraiment, faites-vous des sprints. Essayez pas de faire les 100 idées en 2 mois, c'est pas possible. Donc, essayez de passer 2 semaines sur 3 idées. Déjà, c'est pas mal. Vous avez plein d'autres choses à gérer que la vente. Donc, ne soyez pas trop ambitieux. Et acceptez qu'au début, votre offre va être personnalisée.
et que c'est assez possible que vous deviez ajuster des petites demandes, être flexible sur la personnalisation de votre produit au début. Là, encore une fois, l'objectif, moi, je vous recommande de passer par cette étape de mapping de votre réseau et déjà de commencer à demander à vos premiers clients, justement ces 5 premiers clients, réfléchissez comment vous pouvez faire en sorte que eux vous aident à, deviennent des ambassadeurs et vous aident à recruter vos prochains clients. Donc par exemple, comment dans mes amis de lycée, je vais pouvoir aller chercher d'autres clients. Je vais organiser un événement. Je vais aussi en organiser un événement avec mes amis de prépa, etc. J'ai vendu à quelqu'un de ma famille, donc je vais voir comment cette personne à qui j'ai vendu, je peux vendre des gens à son réseau à lui, parce que potentiellement, les gens qui se ressemblent sont dans le même réseau. Sur ma boîte, voilà ce que ça a donné. C'est juste un aperçu de mes 100 idées que j'avais mis vraiment à boire et à manger dedans. Mais c'est pas grave, il faut être le plus innovant possible et n'hésitez pas à vous faire challenger, de le faire avec des gens qui sont même pas dans le monde de l'entreprise et juste essayer de trouver un maximum d'idées différentes pour faire vos premières ventes. Pivoter ensuite, moi c'est mon conseil, c'est ce que j'avais envoyé. Alors faut aimer un peu se faire fouetter pour faire cette étape, mais je pense que c'est hyper important pour savoir si vous avez besoin de pivoter ou pas, ou en tout cas d'adapter votre offre. C'est d'envoyer voilà, c'est un peu un questionnaire fouettez-moi, mais c'est un questionnaire qui vraiment m'a appris moi mais le plus de choses de toutes les étapes que j'ai faites. C'était la moins agréable et la plus utile. Donc j'avais envoyé un email à toute ma base, voilà la première base que j'avais récupérée avec ce questionnaire. Et je leur avais demandé objectivement, dites-moi ce qui va pas, soyez honnête, il y a pas de, je suis pas susceptible. Et donc j'avais demandé qu'est-ce qui allait pas dans mon offre et je me suis rendu compte que j'avais un énorme problème sur par exemple les tissus, leur matière et les motifs et l'originalité de mon offre et en plus du positionnement du prix. Et ça, c'était un feedback que j'aurais jamais eu si je l'avais pas demandé parce que quand on va à son entourage au début, ils vont pas forcément vous dire honnêtement ce qu'ils en pensent et il faut un peu insister et voilà, aller chercher la claque qui est saine et qui nous faut. Ce que j'avais bien aimé sur le projet, donc ça, cette phase de personnalisation, je l'ai vu aussi sur Victor qui lançait Pined, qui au début a vendu sur WhatsApp, Facebook, Instagram et avec des mises en relation avec des wedding planners ou à demander à des amis de le mettre en relation avec des gens qui se mariaient. Ensuite, il est passé par une phase de personnalisation où il personnalisait le design pour chaque commande et il testait en même temps plein de cibles, donc cadeaux de mariage, cadeaux de naissance, cadeaux d'anniversaire, à la fois des cibles et des usages, des besoins différents. Et une fois qu'il a fait ses premières ventes, il a pu se concentrer sur le best-seller et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 2 designs qui étaient ceux que 80% des gens voulaient. N'oubliez pas cette loi de Pareto de 80-20, elle est vraie dans beaucoup de domaines de l'entreprise. Ce qui est difficile dans cette étape, c'est qu'il faut accepter que vous allez peut-être tester des... Donc, ce qui est désagréable ce qui est désagréable dans cette étape, c'est qu'il faut accepter que vous allez peut-être tester plusieurs cibles, plusieurs besoins en même temps, plusieurs offres même. Mais c'est une étape importante, cette personnalisation, puisqu'après, vous allez avoir plus de confiance sur votre marché à attaquer. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'analyser vos actions et la principale aberration que je vois, c'est des actions qui ont marché, qu'on a fait qui ont marché et qu'on ne répète pas. Ça, si l'apéro Tupperware, ça marche pour vous, et on continue, on répète. N'oubliez pas ce qui a marché pour vous dans le passé. Prenez du temps pour faire le bilan. Et ça, je sais que c'est dur dans l'entrepreneuriat, on est toujours dans le rush à chercher de nouvelles idées. En général, c'est pas des nouvelles idées, c'est pas des choses hyper extravagantes qui marchent, c'est des choses assez basiques comme la vidéo selfie sur LinkedIn. Je voulais vous faire un zoom sur la méthode inbound marketing et comment ça peut vous servir. Donc, ça va être très rapide et peut-être que je vous ferai une formation vraiment plus approfondie dessus. La méthode inbound marketing, donc c'est une méthode qui a été créée pour les startups qui n'avaient pas de budget et qui se lançaient justement avec l'idée de se créer ce contenu de qualité. Ça vient de l'inbound marketing. C'est divisé en 3 étapes, donc celle de attirer des clients, retenir des clients et les convertir. Dans la phase d'attirer, on va se concentrer sur créer un contenu qu'on appelle remarquable. Ça veut dire qu'il va être différent de ses concurrents. Ça, c'est important. Essayez toujours au maximum de pas créer le même guide que tous les autres concurrents. Si vous faites un livre blanc ou un article de blog, il faut donner à ces utilisateurs un contenu qui va être pédagogique et éducatif. C'est-à-dire, on va pas essayer de faire de la promotion dedans, mais l'objectif, c'est d'amener des gens sur son site. Et la promotion, on va la faire plus tard dans le parcours d'achat.
Tout ce contenu, on va le mettre sur un blog professionnel et ce blog professionnel va nous servir à faire du trafic en optimisant au passage notre SEO. Donc, je vous réfère au tuto numéro 2 sur vente sur Google et sur le SEO. Une fois qu'on va attirer ce trafic avec ce contenu de qualité, on va le retenir avec des pop-up pour récupérer les emails des gens, des pop-up pour pousser un appât, c'est-à-dire un livre blanc, un guide, une vidéo gratuite, un coaching gratuit, une démo. Peu importe, quelque chose qui a de la valeur vraiment très forte pour votre client et qui va l'aider. Et là, on va travailler à fond les call to action, des landing pages. Là, vous prenez pas la tête, vous allez chercher landing page HubSpot. Ils vont vous recommander un template de landing page qui a été A/B testé pendant 10 ans et qui est de la landing page qui convertit le mieux. Vous allez voir, c'est très simple. Et ensuite, l'optimisation de vos pages de remerciement quand les gens ont fini de télécharger votre livre blanc. Donc là, le but de cette étape, c'est vraiment de collecter les emails. Comme je vous dis, les emails, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est un canal qui est hyper rentable, l'emailing, en B2B et en B2C. La dernière étape, ça va être de convertir en vente ces emails et les gens à qui vous vous adressez. Et là, on va passer par des campagnes de mails automatisées. On va appeler, donc c'est un peu des termes barbares, mais n'ayez pas peur. On va passer par ce qu'on appelle du lead scoring, donc c'est-à-dire nos différents leads, on va leur donner une note pour trouver plus facilement les leads les plus chauds et les contacter en premier. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a téléchargé le livre blanc et qui a passé beaucoup de temps sur le site, on va le contacter en premier, et quelqu'un qui a juste lu un article de blog, on va le contacter plus tard. En fait, on va travailler tous ces leads de manière différente pour pas que les bizdev perdent énormément de temps ou un commercial ou vous à appeler tous les leads. On va envoyer des campagnes email d'éducation aux leads qui sont les moins chauds. Cette méthode a été inventée par HubSpot, donc ça c'est le cas B2B. Je vous incite vraiment à aller voir leur blog. C'est à peu près, c'est eux qui ont inventé cette méthode, donc allez les voir. Eux, le contenu de qualité qu'ils ont créé, c'est des livres blancs, des articles de blog, des infographies, beaucoup de guides ultimes. Ça a été les premiers à les créer. Et en 8 ans, ils sont passés à plus de 100 millions de dollars de revenus. Et ils ont jamais pratiquement dépensé en publicité. Tout ça, c'est des canaux gratuits, donc ils sont extrêmement adaptés pour vous. Blog, livre blanc, vidéo, voilà, les tutos. Comment ils ont fait? Ils ont identifié leur persona, ils ont listé les besoins et les problèmes que leur persona avait, et en fonction de tous ces sujets, ça fait une roadmap d'articles sur lesquels écrire, et ensuite il y a juste à les partager et à créer cette communauté comme ça. Mon conseil, c'est de travailler vos clics avec la méthode américaine Pull Up Click. Donc ça veut dire mettre son clic, c'est-à-dire que moi j'ai écrit un livre et je me suis rendu compte en faisant ça que j'ai fait une grosse erreur, c'était de passer plus de temps à écrire le livre qu'à chercher à le promouvoir. Et c'est exactement pareil, cette erreur qu'on fait souvent quand on écrit des articles et qu'on fait du contenu. En fait, il faut passer autant de temps à écrire et à rédiger qu'à diffuser et à travailler votre titre. Votre titre, c'est au moins 20% du temps passé sur un article. La question, c'est utiliser les conseils de Pixar sur le storytelling qui a une seule question, c'est Why should I care? Pourquoi j'en aurais quelque chose à faire de cet article? Moi, je vous donne 4 piliers qui sont tout le temps utilisés en inbound marketing pour générer du clic et du trafic. Et abonnez-vous à BuzzFeed, à Medium, à Brut et Combini, vous verrez, c'est tout le temps les mêmes titres. Donc, ça peut être de l'émotionnel. Par exemple, on va faire des choses, ça peut être d'aller dans le triste, dans le rêve, dans le waouh, dans la surprise, dans la colère ou dans l'humour. Ensuite, il y a tout ce qui est classement et tuto. Ben là, vous allez sur Pinterest, vous verrez les classements, les tops qui sont là-dedans. Donc, les 7 choses. Par exemple, vous avez l'article de Bart qui est votre mentor startup, sur lequel je suis tombée en cherchant les best practices et les articles qui avaient mieux fonctionné sur les bilans, les classements, les tops, les listes. Voilà. En gros, vous devez aider votre client en lui agrégeant du contenu, en lui simplifiant la vie, en simplifiant son benchmark s'il est en B2B. Ensuite, c'est des guides ultimes, les hacks, les tutos, les erreurs, les conseils à éviter. Ça marche tout le temps. Et enfin, ça va être de travailler sur du bilan, des articles de type les leçons apprises, le storytelling, donc X choses que j'ai découvert quand j'ai fait ABC, le jour où j'ai blablabla. Regardez BuzzFeed, vous verrez, c'est vraiment les meilleurs là-dedans et ils vont vous montrer comment on fait des titres qui font cliquer. En B2B, moi je vous conseille à regarder sur LinkedIn. C'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, c'est les partages de livres blancs sur LinkedIn. Et donc je vous montrais Yann Leonardi qui est un gros
hacker qui fait ça et voilà, il y a des performances qui sont assez dingues sur ces opérations. Et en B2C, il y a les deux entrepreneuses de 17h10 qui avaient lancé leur podcast Commencer et qui ont vraiment créé leur toute première communauté juste avec ce podcast. Je sais pas si je vous recommande pas forcément de créer un podcast parce que c'est pas très rentable, honnêtement, c'est long, c'est beaucoup d'efforts. C'est pas le plus rentable, mais je trouve que c'est quand même une méthode qui est intéressante. Ça dépend du temps que vous avez et de à quel point vous êtes pressé aussi. Dans tous les cas, l'objectif, c'est d'offrir du contenu gratuit en échange d'un email et d'un lead. L'autre exemple en B2C, c'est Make My Limonade. Donc, c'est le blog au début. Donc, c'est Lisa Gachet qui s'est lancée avec son blog sur le lifestyle, le dye, sur la mode, la couture. Puis ensuite, elle a lancé sa marque de vêtements, Make My Lemonade, et après, elle a réussi. Aujourd'hui, c'est une communauté de plus de 300 000 personnes et des magasins, donc c'est un business model bien rentable. Et comment elle a créé? En fait, elle s'est lancée tout simplement avec un blog. Hein, comme on vous disait, c'est vraiment la méthode inbound, c'est la méthode qui a été utilisée par les blogueurs, et c'est pareil avec les Instagrammeurs, sauf qu'au lieu d'un blog, c'est du contenu photo. Mais offrir des tutoriels, des goodies, des choses gratuites à sa communauté, c'est toujours un gros canal d'acquisition pour Make My Lemonade. Et c'est un canal qui est très performant. En B2C, ça marche aussi sur la cible mode homme. Hein. Il y a à peu près l'équivalent sur Merci Alfred. C'est une approche pas du tout pareille, puisque c'est pas du tuto, c'est plutôt des articles de fond et d'analyse. Je vous conseille d'aller regarder, puisque c'est vraiment très 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 quali. Et là, ça va être des topos, des dossiers très analytiques, des articles de blog, des livres, des infographies. Et c'est une manière pour rendre votre marque crédible. Et vous voyez les stats qu'il y a eu petit à petit. C'est vraiment de la croissance rapide mais et stable en fait. Hein. Et ce qui marche là-dedans, c'est de suivre le style d'un journaliste au maximum. Plus vous avez l'air d'un journaliste, plus ça ressemble à un article renseigné et objectif, plus vous serez crédible. Et aujourd'hui, on voit beaucoup dans le yoga, dans la nutrition, dans le sport. Vous voyez beaucoup d'influenceurs le faire, et c'est un modèle qui marche toujours. C'est le freemium. Donc, c'est-à-dire, on va donner des vidéos à son audience en échange de collecte d'emails, et plus tard dans le parcours d'achat, via des emails, on va lui faire acheter des produits. Pour les outils, moi je vous conseille d'utiliser un outil qui s'appelle Lumen 5 ou StoryFox qui sort de Schoolab justement. Ça vous permet de créer des vidéos courtes de 30 secondes avec du texte animé dessus. Et donc ça, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux pour relayer vos articles ou tout simplement pour créer des publicités qui engagent. Et après, vous pouvez dépenser pour les médiatiser 50 € dessus si vous voulez essayer d'aller chercher plus de leads avec ce contenu. Le deuxième outil qui est hyper important si vous voulez faire de l'inbound marketing et si vous voulez créer votre blog, c'est d'utiliser, si vous êtes sur WordPress, le plugin Yoast SEO qui va vous donner tous les conseils pour optimiser votre article selon le mot-clé qui est important pour vous. Alors, donc là, on va passer sur les dernières étapes qui sont plutôt avec des tutos. Je vous ai dédié vraiment sur ces sujets-là, mais je vous donne un petit aperçu. Donc, pour vraiment aller chercher plus de volume, on va passer ensuite aux méthodes de gros hacking pour scaler. Et là, le but, c'est que vous ayez quand même identifié vos best-sellers, votre offre clé qui a le plus de potentiel. Je vais juste creuser deux axes qui sont les plus importants pour moi. En B2C, c'est le piggybacking, et en B2B, le scrapping. Alors, n'ayez pas peur de tout ce chinois, c'est pas si compliqué. Vous le verrez dans le tuto, le gros hacking, ça peut être pour faire de l'acquisition, pour faire du revenu, pour activer des gens sur vos apps. Je vous invite à aller regarder le tuto en entier. Le piggybacking, donc ça va être de créer votre compte sur des sites qui, eux, vont faire tout le trafic à votre place, en fait. Toute la problématique de générer du trafic, c'est plus votre problème. Votre problème sur ces sites, ça va être d'être bien ranké dans les résultats. Pour être bien ranké, il faut suivre les optimisations. En général, c'est les notes, les descriptifs avec les bons mots-clés SEO, les images. Et en fait, il faut juste travailler les 10 piliers du marketing sur ces plateformes-là et bien creuser la plateforme qui est la plus pertinente pour vous. Ça peut être pertinent pour des produits comme des produits faits maison. Vous pouvez vendre sur Etsy, des produits artisanaux, des cadeaux. C'est des plateformes qui vraiment peuvent vraiment driver beaucoup de ventes. Et comme vous voyez, la startup prête à pousser, par exemple, a créé son store sur Amazon et fait des ventes sur Amazon. Si vous avez un produit innovant, allez creuser Amazon, ça peut vraiment être un bon canal rentable. Pour le scrapping, donc si vous lancez un B2B, pour faire assez simple, il y a des outils
de scrapping qui vont vous permettre d'aller chercher votre cible sur LinkedIn et de lui envoyer des messages de manière automatisée. Donc, vous allez pouvoir contacter 20 personnes par jour sans avoir rien à faire et du coup récupérer soit leur contact LinkedIn et enclencher une discussion avec eux, soit récupérer leur adresse email. Et ensuite, cet email, vous allez pouvoir commencer une relation commerciale, les contacter, échanger, proposer des rendez-vous et des démos. Mon conseil, c'est de personnaliser vos emails sur LinkedIn. Essayez avant d'industrialiser, faites-le à la main pour bien comprendre quels axes quels arguments font que les gens vous répondent sur LinkedIn. Donc, je vous renvoie au tuto sur le growth hacking là-dessus. Et pour scaler, moi, je vous conseille de vous focus sur les canaux comme Google et les social media. Donc, je vous ai fait 2 tutos qui sont dédiés à Google et aux social media. Très rapidement, juste pour vous expliquer le principe, vous avez à chaque fois 2 options, c'est de payer ou de faire de l'optimisation gratuite. Et donc, vous allez voir dans le tuto, c'est des rentabilités différentes. Il y en a, comme sur les réseaux sociaux, soit vous y allez gratuitement et ça va prendre beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est très rentable. Soit vous allez en payant, ça peut être très rentable aussi, mais il faut falloir monter en compétences parce que voilà, il faut quand même se former sur ces outils-là qui sont pas toujours hyper faciles d'accès. Mais ce que je vous conseille qui va être intéressant à tester aussi en social media et notamment sur Facebook Ads, c'est quand même que vous pouvez faire un test payant assez tôt dans votre parcours d'achat, enfin dans votre lancement de votre entreprise, pour tester quels arguments et quelles cibles réagissent le mieux à votre produit. Moi, je vous conseille sur Facebook Ads de viser 2 cibles différentes. Par exemple, vous vendez des savons faits maison, vous allez pouvoir tester la cible, par exemple, urbaine parisienne, 28-35 ans, et à côté vous ciblez une autre cible sur ses intérêts, donc par exemple une cible intérêt écologie, et vous allez pouvoir voir qui est le persona qui convertit le plus, qui est la cible qui est plus intéressée par vos produits, et aussi quel argument fait qu'elle clique, quel argument fait qu'elle vient sur votre site. Et ça, même en dépensant 100 euros, 200 euros, vous allez déjà pouvoir avoir un minimum d'insight qui va vous permettre de un peu ajuster votre offre. Donc ça, n'hésitez pas à le faire aussi avec un tout petit budget assez tôt dans votre parcours d'achat, ou même sur Google, pareil, si vous êtes sur une thématique où il y a une offre très claire sur un mot-clé SEO et que quand vous avez fait votre étude, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une opportunité, pareil, vous pouvez, au lieu de faire du growth hacking, évidemment, vous pouvez adapter et commencer par là. Comment analyser toutes ces étapes Alors, ce qui est compliqué, c'est que quand vous faites du offline, l'analyse, vous allez la faire à la main. Quand vous avez un site internet, vous pouvez passer par Google Analytics, c'est dans le reporting acquisition, puis dans source support. Et donc, par exemple, s'il y a des sites comme Etsy ou des sites comme Le Bon Coin qui vous créent du trafic et des conversions, vous le verrez ici. Ensuite, si vous faites du piggybacking, vous avez, si vous êtes sur Etsy ou sur Amazon, vous aurez directement vos statistiques dans ces outils-là et dans leur outil de reporting. Il y a une dernière chose avant de vous quitter que je voulais vous prévenir, c'est que ça fait toujours peur de vendre à cause des critiques et du SAV et de sa gestion. Moi, j'ai pris un gros tarif parce que je me suis justement bien ratée sur mes premières ventes en ayant notamment mes producteurs qui m'a fait où il y a eu un bug de qualité. Et donc, j'ai eu des clientes qui voulaient que je leur fasse les produits gratuits, alors que ça m'avait coûté 100 euros par produit. Donc, je proposais de les rembourser, mais je pouvais pas faire gratuit. Et à partir de là, j'ai commencé à me faire pourrir sur les réseaux sociaux. Et c'est encore là, on m'a traité d'escroc, etc. Je vous dis pas que c'est agréable, hein, clairement. Je pense que c'est assez inévitable. Il faut pas se dire qu'on va avoir un projet, on va réussir à tout le temps avoir une top qualité. C'est pas possible. Je pense que il faut prévoir le fait que vous allez avoir des clients insatisfaits et parfois agressifs qui vont aller chercher vos réseaux sociaux et peut-être vous pourrir. Bon, ça peut arriver. Vous les bloquez au bout d'un moment. De toute façon, si vraiment ils insistent et qu'ils sont trop agressifs, c'est qu'il y a un problème et vous pouvez les bloquer. Sinon, essayez au maximum de discuter avec eux, de proposer des solutions. Il faut accepter que tout le monde ne va pas vous aimer, tout le monde ne va pas soutenir votre projet. Vous allez avoir des ennemis aussi. Et ça, c'est très désagréable parce que c'est pas facile de pas le prendre personnellement. Ça nous fait aussi nous sentir illégitimes et souvent, ça dépend vraiment les gens. Je pense que c'est aussi une question de femmes versus hommes. On a peut-être parfois plus les femmes avoir tendance à avoir envie de céder pour éviter le conflit. Moi, c'était vraiment mon problème.
Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me mettre en colère et de me dire, mais en fait, non, là, je suis pas une pigeonne, j'ai des limites et la seule personne qui va défendre votre intérêt, c'est vous. Il y a que vous pour défendre votre entreprise dans ces cas de négociation, de budget, de factures impayées, ça peut être voilà de litige. Mais pas de panique, c'est comme tout. Le SAV, c'est une compétence que vous allez apprendre. Au début, ça va être vraiment désagréable. C'est comme aller vendre. Voilà, quand vous allez montrer votre premier devis, vous allez vous pisser dessus. Quand vous allez devoir produire votre première vente, pareil, ça va être une grosse panique. Il faut pas sous-estimer. Tout le monde a peur de ça. Déjà, rassurez-vous, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur des critiques et de ces problèmes de service après-vente. Au début, ça va être dur, mais c'est comme dans toutes les théories de la peur. Plus vous allez vous exposer à ça, plus vous allez le faire souvent, plus ça va être OK. Et oubliez pas que les gens aussi essayent de négocier. Donc parfois, ils sont aussi plus agressifs qu'ils le ressentent, plus en colère qu'ils le ressentent dans leur message pour essayer de négocier. Moi, je suis la première à faire ça avec les SAV. C'est une technique de négociation. Donc, vous laissez pas impressionner. Ne remettez pas tout votre projet en question à cause de ça. C'est vraiment super désagréable. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de demander de l'aide à mon entourage, de leur demander de m'aider à écrire des réponses, voilà, savoir ce qu'il fallait répondre. J'ai demandé à des gens qui travaillent dans le SAV comment gérer les conflits, etc. Voilà, faites-vous entourer. Vous n'êtes pas obligé d'affronter ça tout seul. Vous pouvez demander et parlez-en avec d'autres entrepreneurs parce que tous les entrepreneurs ont des problèmes de mauvaises notes sur Amazon et ce genre de problème. C'est normal. Vous aurez forcément un problème de livraison au moins un moment et un problème de qualité à un moment. Vous pouvez pas l'éviter. Vous pouvez juste essayer d'être intègre et de faire de votre max et après de dire stop et de dire fuck au bout d'un moment parce que il y a que vous qui pouvez défendre votre intérêt et mettre vos limites. Mon conseil, du coup, pour conclure, c'est de créer justement ce petit doc dont je vous parlais, un Excel tout simple, où vous allez lister toutes vos idées pour aller faire des ventes et de les analyser, de vous dire, pour le livre blanc, je pensais que ça allait m'amener 20 leads, ça m'a amené autant de leads que je pensais, donc je vais le répéter. Et tout le temps, vous demandez 80-20. Quelles sont les 20% de mes actions qui permettent de ramener 80% de mes leads? Donc voilà la méthode qu'on a vue aujourd'hui. Mon conseil, du coup, si vous lancez un projet pressé et sans budget, si vous avez le temps et que vous lancez ça à côté de votre boulot, je vous conseille vraiment au max d'utiliser la méthode inbound, de d'abord créer votre blog, créer du contenu, créer votre communauté sur les réseaux sociaux et en SEO avec du trafic de Google. Et après, c'est hyper facile quand vous avez ça de lancer des nouveaux produits vous avez une communauté sur laquelle ça va être simple de tester votre offre. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent, dans ce cas, je vous conseille vraiment de suivre cette méthode, de commencer par ce formulaire d'études de marché et d'études de marché avec Google aussi, pour évaluer le potentiel de votre idée, de créer votre prototype de manière gratuite et le vendre gratuitement, le donner à un client en échange du temps qu'il va passer avec vous, d'avoir ses feedbacks. Ensuite, vous allez pouvoir tester vos 10 premières ventes justement avec cette idée du prix coûtant. Vous allez voir, c'est hyper important de prendre confiance dans votre projet et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas compliqué de mettre un produit à 100 € sur un fichier Excel de BP. C'est plus compliqué le jour où il faut aller le vendre et c'est encore plus compliqué le jour où vous avez jamais testé votre prod et que vous avez vendu un produit à 100 € et qu'en fait vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez pouvoir délivrer parce que vous découvrez et que vous êtes un débutant sur ce projet. Là, le but, c'est toujours, encore une fois, à chaque étape de se demander s'il faut pivoter ou pas. Ensuite, vous passez à l'étape des ventes personnalisées. Donc là, on va essayer d'aller chercher d'autres canaux qui sont pas forcément dans notre réseau direct, mais vraiment utiliser ce réseau, c'est quand même la base de vos ventes. C'est sûr que vos premières ventes, ça va être votre réseau. Je connais très peu d'entrepreneurs où c'est pas le cas. Et ensuite, vous pouvez passer à l'autre étape. Donc, comme je vous disais, vous pouvez faire un petit test payant, que ça soit sur Google ou sur Facebook pour tester votre cible ou vos arguments, ou voir si les personnes qui cherchent tel besoin sur Google, ça se trouve elles convertissent ou pas sur votre site. Ensuite, moi, j'ai tendance à vous conseiller de faire du cross hacking avec des sites, des gros sites comme Amazon, Etsy, et de faire du piggybacking ou du scrapping sur LinkedIn, puisque maintenant vous n'avez plus peur de ces mots affreux. Et après, de scaler notamment en travaillant avec des influenceurs sur les réseaux sociaux ou de scaler avec du SEO, du SEA. Voilà. Après, il faut trouver votre mix marketing. Il n'y a pas de méthode qui marche pour tout le monde. Je vous conseille d'aller voir les autres tutos vidéo de School Lab, donc sur le SEO, le SEA, le cross hacking et les réseaux sociaux. Et je vous dis merci beaucoup et
Et si vous n'êtes pas aujourd'hui dans l'incubateur, ben, je vous invite à nous contacter pour. Et si vous n'êtes pas encore dans l'incubateur, ben, je vous invite à nous contacter pour qu'on parle de votre projet et voir. Et si vous n'êtes pas encore dans l'incubateur, ben, je vous invite à contacter l'équipe. Et si vous n'êtes pas encore dans l'incubateur, je vous invite à contacter l'équipe du School Lab. À bientôt.